Qu'est-ce que c'est que la redirection écologique? Elle ne s'oppose pas mais complète les notions d'adaptation et de transition écologique. L'adaptation, par exemple, c'est pour refroidir les villes avec l'augmentation de la température, nous allons planter des arbres. La transition écologique, c'est nous allons changer les moyens. Par exemple, échanger nos voitures à moteur thermique par des voitures à moteur électrique. La redirection écologique, elle, remet en cause même les finalités de nos activités, qui est nécessaire une fois qu'on prend conscience de l'aspect systémique de la problématique qu'on rencontre, qui n'inclut pas que le changement climatique, mais aussi l'usage de l'eau, l'usage des terres et les polluants qu'on émet de façon générale. Donc la redirection écologique a une approche très systémique qui nous oblige à revoir non seulement la façon dont on vit, mais même le système socio-économique dans son ensemble, quitte à accepter que nous devrions renoncer et peut-être même fermer certaines de nos activités. Bien que l'économie ait commencé à grandir au début du XXe siècle, accéléré doucement entre les deux guerres mondiales, en fait ce qu'on appelle la grande accélération sur le développement économique et les impacts environnementaux qui sont venus avec, démarre vraiment après la Seconde Guerre mondiale. La mondialisation, on pense souvent Internet, mais en fait le facteur clé de la mondialisation, ça a été l'invention du container dans les années 60 qui a permis de transporter beaucoup plus de choses sur des bateaux. Il y a ensuite eu une accélération dans les années 90 avec une globalisation des échanges. Et en parallèle, en fait, est venue la consommation. En France, reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale, et rapidement, un équipement de la maison d'abord, et puis à partir des années 70, commencer à avoir même ce qu'on peut, à l'époque on considérait déjà du luxe, c'est-à-dire tout ce qui va être les loisirs, les voyages, et puis au fur et à mesure des années, ce qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui, l'apparition de tout ce qu'on peut considérer comme des gadgets, mais qui sont devenus indispensables, c'est-à-dire tout l'électronique. Ensuite, même les vêtements sont devenus quelque chose qu'on a associé à la surconsommation, puisque ce sont devenus des éléments facilement accessibles et pas chers. Donc toute cette dynamique de facilité d'accès avec la globalisation, l'importation de produits des quatre coins du monde à prix plus bas que ce qu'on pourrait obtenir en France, a augmenté de la manière pratiquement proportionnelle la consommation et aussi malheureusement le tout jetable pour des choses qui étaient beaucoup plus valorisées avant, même du type les vêtements. Est-ce qu'on pourrait ne consommer que du Made in France? En fait, non, aujourd'hui c'est pas réaliste parce qu'il faut comprendre ce qu'il y a derrière le Made in France. D'abord, la notion de Made in France aujourd'hui est très floue. La définition est juste sur l'idée qu'une part significative de la valeur ajoutée du produit a été obtenue en France, ce qui en fait laisse beaucoup de marge et est très flou. Mais même dans l'absolu, en fait, si vous pensez Made in France, il faut clairement comprendre que quand on fabrique un produit, c'est pas juste les dernières étapes fabriquer un produit. C'est trouver des matières premières, utiliser potentiellement plein de pièces détachées, et donc en fait, il y a toute une chaîne de valeur. Et donc nous, on pense souvent à croire que dans une usine, on construit tout, et c'est très très rare. Rien que par exemple le cobalt qu'on retrouve dans tous les parties électroniques de vos appareils électroniques tels que le téléphone portable, est beaucoup extrait au Congo, mais en fait 80% du raffinage du cobalt dans le monde est fait en Chine, et donc là vous n'êtes qu'à 2 étapes d'une seule composante de tous les circuits électriques et électroniques de votre téléphone portable. Donc en fait les produits sont tellement complexes qu'imaginer de tout ramener dans notre pays n'a pas de sens. Après, peut-être ramener le plus grand nombre possible d'étapes de cette chaîne de valeur sur notre territoire serait souhaitable, mais à nouveau, j'aurais tendance à penser sur des produits dont on considère qu'ils répondent à des besoins essentiels, ce qui devrait nous réduire énormément le nombre de produits. Et donc on en arrive à la notion de sobriété. Espérer produire tous les produits qu'on consomme aujourd'hui sur notre territoire, c'est pas réaliste et c'est même pas souhaitable, puisqu'il y a des impacts environnementaux. Et après ça, définissons ce qu'on considère comme nos besoins essentiels, essayons de voir quelle partie de la chaîne de valeur on pourrait rapatrier sur notre territoire, et ensuite, il faut en plus considérer ces produits sous un nouvel angle, c'est-à-dire qu'ils durent le plus longtemps possible, pour qu'on consomme moins de matières premières et qu'on crée moins de déchets. Donc on va parler d'éco-conception sur les approches techniques, mais de durabilité aussi. Comme vous le voyez tout de suite, c'est que si les produits durent beaucoup plus longtemps, ça nous oblige à revoir les modèles économiques, puisque si une entreprise ne peut plus compter sur une approche de chiffre d'affaires au volume, elle doit penser autrement son modèle économique et sa relation non seulement à ses fournisseurs, vis-à-vis de la chaîne de valeur dont je vous parlais, mais aussi vis-à-vis des clients. Ceci remet en cause pratiquement tout notre système socio-économique aujourd'hui,
alors qu'on partait simplement de se demander est-ce qu'on peut être un petit peu plus autonome dans l'accès et la fabrication de produits qui répondraient à nos besoins essentiels. Aujourd'hui, en fait, c'est très difficile d'identifier l'origine vraiment d'un produit et comme je viens de l'expliquer, en fait, ça n'a presque plus de sens. La construction, fabrication dans un pays n'a pas vraiment de sens et n'est pas vraiment réaliste. Après avoir dit ça, il y a des choses qui se mettent en place et parce qu'il y avait un certain flou dans le Made in France, il a été proposé de créer ce qui existe déjà, un label qui s'appelle Origine France Garantie et qui là va mettre un petit peu plus de critères un peu plus spécifiques comme le fait que 50% de la fabrication du produit doit être faite sur le territoire français. Donc par rapport au Made in France qui laisse pas mal de flou, cette approche commence à amener un chiffrage qui met un peu plus de contraintes. Donc j'encouragerais pour les personnes les plus motivées à chercher ces produits label Origine France Garantie. Je vous conseille de commencer par Internet parce qu'on parle de quelques milliers de produits aujourd'hui, donc en fait c'est encore une niche. Mais ça a le mérite d'exister et ça va sûrement monter en puissance. Essayez de comprendre en fait ce que sont les produits que vous achetez. Ça peut sembler du travail, puisque aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle la surconsommation, c'est le fait qu'on consomme énormément de produits. Regardez-le autour de vous, combien de personnes considèrent le shopping comme un hobby. Et en fait, c'est devenu une activité en soi, ou à laquelle on associe du plaisir. Donc c'est vrai que quand je viens vous dire qu'il va falloir commencer à récolter de l'information sur les produits que vous achetez, c'est vrai que ça sent plus le travail. Mais vous allez voir que ça va devenir en fait un automatisme culturel qui va clairement s'inscrire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'indice de réparabilité qui existe déjà sur plusieurs produits électroniques. Il y a un indice de durabilité qui va arriver d'ici peut-être 2-3 ans, qui est encore plus exigeant sur la solidité des produits. Et puis, essayez de regarder la composition des produits. Quand vous êtes sur des vêtements, dites-vous que dès que vous voyez le mot polyester, en fait, c'est du pétrole. Donc voilà, on pourrait encore partir sur d'autres voies, mais le pétrole est partout, dont dans vos vêtements. Donc en fait, récolter de l'information sur ce que vous achetez est une première étape importante. Ça prend du temps. Donc nécessairement, en fait, ça vous amène aussi à avoir un autre rapport à l'achat et à l'objet, dans le sens que vous prendrez peut-être plus de temps pour le choisir, vous prendrez plus de temps à savoir s'il satisfait un besoin important pour vous, parce que peut-être que s'il est moins important que vous ne le pensiez, vous ne l'achèterez pas. Et là, vous avez une approche de sobriété qui est la manière la plus efficace pour répondre à toutes les problématiques environnementales et sociales dont on parle ces jours-ci. Ne pas acheter, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir d'impact. Donc récolter de l'information, prendre le temps, changer son rapport aux objets, non seulement au moment de l'achat, mais aussi quand vous les avez, c'est-à-dire se dire cet objet, l'objectif, c'est de le garder le plus longtemps possible. Si vous commencez à regarder cette composition, vous allez découvrir que les produits qui nous entourent sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Non seulement dans leurs étapes de fabrication, mais même dans leur fonctionnement. Aujourd'hui, il faut toujours garder en tête que ce téléphone portable que vous avez, avec lequel vous regardez peut-être cette vidéo, a l'équivalent de la puissance, voire même plus puissant, que les ordinateurs qui ont envoyé Armstrong sur la Lune. Bon, je suis sûr que tous les gens qui ont un téléphone sont brillants, mais je ne pense pas que vous êtes en charge d'envoyer une fusée sur la Lune. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une telle puissance de calcul entre nos mains? Oui, peut-être, je ne sais pas, c'est des discussions qu'il faut lancer. Mais pour construire ce genre d'objets, plus ils seront complexes, plus ça veut dire que la chaîne de valeur est complexe, plus ce sera compliqué non seulement de le fabriquer en France, et même d'en fabriquer en grande quantité à terme, puisque on a des tensions sur l'énergie et les matières premières qui vont se présenter dans les 2 décennies à venir, ou peut-être même plus tôt pour certaines d'entre elles. Donc produire autrement, ça va vouloir dire peut-être produire en plus petite quantité, peut-être produire à la demande, c'est-à-dire que par des précommandes, ce qui à nouveau changerait la relation à l'objet, peut-être en fonction de la complexité du produit, réfléchir à différentes échelles. Si nous simplifions beaucoup de nos produits, peut-être que des productions purement locales, avec une grosse partie de la chaîne de valeur présente sur un territoire, sera possible. Dès qu'on passera un peu plus haut en complexité, peut-être qu'il faudra réfléchir à l'échelle régionale, voire nationale, pour combiner des apports de différentes usines qui seraient installées en France. Et puis pour des objets beaucoup plus techniques et technologiques, on peut alors réfléchir à une mutualisation, non seulement pour le développement, mais même la production, à l'échelle européenne. Donc pour donner des exemples, on peut penser, et c'est
un des secteurs qui a une des plus belles dynamiques en France de retour de fabrication de vêtements en France. On est plutôt sur des objets simples qui se font localement, auxquels peut y avoir un attachement en plus régional, une fierté. On peut ensuite passer à des éléments un petit peu plus techniques comme des voitures électriques, qui sont des éléments techniques, mais où on pourrait potentiellement avoir pas mal de composants en France, sachant qu'aujourd'hui, vraiment, les composants viennent des 4 coins du monde. Et puis pour des choses très très techniques comme des trains, des avions, peut-être qu'il faut rester sur cette dynamique comme on l'a aujourd'hui avec Airbus par exemple, sur des dynamiques à l'échelle européenne. Et c'est la question souvent se pose de la low-tech ou de la high-tech. Et moi souvent je préfère utiliser le terme de juste tech. C'est-à-dire en fonction des applications, on aura un besoin de différents niveaux technologiques. Et il y a plein d'endroits où on pourra peut-être baisser le niveau de technologie, ce qui nous permettra alors de produire peut-être au plus proche des consommateurs, des produits plus simples, éco-conçus, réparables et durables, et recyclables. Il faut comprendre aujourd'hui que vous entendez parler beaucoup d'électricité, d'électrification, parce que aujourd'hui en énergie finale, c'est-à-dire ce que vous consommez, à peu près 60% de ce que vous consommez comme énergie est en fait des énergies fossiles. Parce que dans les voitures, dans les camions, etc., en France. On aimerait électrifier autant que possible pour éviter d'avoir à utiliser des énergies fossiles. Mais là, petite question technique, petit point technique, il faut réaliser que l'électricité n'est qu'une énergie finale. C'est-à-dire que ce n'est pas une énergie primaire que vous pouvez trouver telle qu'elle dans la nature. Bon, à part les éclairs des orages, mais c'est trop aléatoire pour faire. Donc vous avez besoin de transformer quelque chose. C'est ce que font les éoliennes, les panneaux photovoltaïques ou les centrales nucléaires. Mais il ne faut pas oublier que toute l'énergie fossile, qui représente donc 60% de ce qu'on consomme en finale, est ancrée dans notre système. Donc en sortir, ça n'est vraiment pas simple. Mais nous n'avons pas le choix parce que sur une des limites planétaires qui est le changement climatique, la source, la cause, c'est la combustion des énergies fossiles. Donc il faut que d'ici 2050, on en soit sorti. Le problème, c'est que le pétrole, en fait, par exemple, a plein d'avantages. Et donc en sortir, outre le fait qu'il est intégré dans notre système, comme il est facilement transportable, qu'il a plein d'applications, qu'il peut être utilisé de différentes manières entre l'essence, le kérosène, etc. C'est pas simple de le remplacer dans tous les usages. Et il y en a même certains où ça sera peut-être pas possible. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de passer à l'électrification. Dans l'absolu, RTE, donc l'institution française qui est en charge de la gestion du réseau électrique à grande échelle, associe pour s'aligner avec la stratégie nationale bas carbone, bien sûr une grande électrification du système pour remplacer les énergies fossiles, mais dans l'absolu aussi une baisse de 40% de notre énergie consommée finale. Donc à nouveau, oui, on va changer les moyens, c'est-à-dire enlever au maximum les énergies fossiles pour les remplacer par de l'électricité, nucléaire ou énergie renouvelable. Il y a beaucoup de débats en ce moment, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais à côté de ça, ça va nécessairement changer nos modes de vie et la quantité d'énergie qu'on consomme. Et donc nécessairement, ça va affecter comment on se déplace, comment on vit, comment on loge, mais qu'est-ce qu'on consomme, puisque ça affectera qu'est-ce qu'on produit, et entre autres, qu'est-ce qu'on produit sur notre territoire. Donc en fait, c'est un autre débat qu'il faut qu'on y ait, et qui revient toujours à cette notion des besoins. Qu'est-ce que sont nos besoins importants, comment on souhaite les satisfaire, et en fonction de ça, on pourra alors réfléchir à combien d'énergie on souhaite, qui a besoin d'être décarboné, et on mettra en place alors des systèmes qui répondent à ce besoin. Mais essayer de reproduire ce qu'on a aujourd'hui en espérant qu'il soit vert, et je mets des guillemets parce que vert ne veut strictement rien dire en soi, ça n'est pas réaliste, ça n'a pas de sens, et ça ne nous permettra pas d'installer notre système socio-économique dans le cadre des limites planétaires. J'aimerais que l'humanité se lance à cœur perdu dans une transformation de la société, sauf que c'est compliqué pour plein de raisons. A été mentionné par les travaux de Sébastien Boller des sujets liés à la biologie de notre cerveau. Il y a des sujets sociologiques, anthropologiques et aussi un système socio-économique. Donc on a du mal à sortir de notre confort. Et en fait, ce que j'ai vu qui a aidé le plus dans les 20 dernières années, puisque ça fait 20 ans que je suis sur ces sujets, ça a été la guerre en Ukraine. Avec la guerre en Ukraine est venue des tensions sur les approvisionnements en énergie, et tout le monde a réalisé que l'énergie n'était pas magique. De la même manière, au passage, que les périodes Covid et post-Covid qui ont amené des tensions sur les chaînes d'approvisionnement nous ont fait réaliser que plein de choses venaient des 4 coins du monde
et que nous étions dépendants du reste du monde pour avoir accès même à des choses aussi simples que les médicaments. Post-Covid, on s'est aussi aperçu, comme je vais dire, que non seulement on était dépendant des autres, mais quand la machine s'est relancée, on s'est aperçu que le reste du monde était dépendant de tout le monde et commandait au même moment. Donc nous avons réalisé que nous ne sommes pas autonomes sur grand-chose. On a quand même beaucoup de choses sur notre territoire, hein, il faut rester optimiste là-dessus. On s'est aperçu que donc on n'avait pas grand-chose de produit sur notre territoire. On s'est ensuite aperçu que quand on souhaite commander, on n'est pas les seuls. Et avec la guerre en Ukraine, on a réalisé, en plus, comme les produits ne sont pas magiques, l'énergie non plus n'est pas magique. Elle vient d'un endroit, c'est-à-dire du pétrole, du gaz et un petit peu les énergies renouvelables directement. Donc malheureusement, j'ai vu que dans les 20 dernières années, ce qui marche le mieux, c'est se prendre des crises un peu violentes et inquiétantes pour changer nos comportements, parce qu'en fait, ça remet en cause nos normes sociales, ce à quoi on est habitué, comment on vit. Et donc c'est très compliqué. Donc l'éducation a un impact, mais en fait, il est très très lent, parce qu'un changement de normes sociales, il y a plein d'études là-dessus, c'est pas simple à dire, mais on parle souvent que ça nécessite 1 à 2 générations. Donc on parle de 30 à 60 ans pour changer une norme sociale. La meilleure énergie au monde, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc je pense qu'on va revenir à une sobriété, mais qui répond presque à une ébriété. C'est-à-dire nous avons été en ébriété de consommation tellement nous avions un trop-plein. Et c'était de la même manière avec l'énergie que pour les produits. La bonne nouvelle, c'est que, étant donné que la France, par exemple, produit son électricité à partir de sources très décarbonées, en grande partie nucléaire, plus des énergies renouvelables, si nous électrifions la production sur notre territoire, la production industrielle, de ce qui peut être électrifié à nouveau, il y a plein de processus industriels qui ne peuvent pas être électrifiés, et si nous rapatrions certaines industries, dont les plus polluantes, par exemple, sidérurgie, verrerie, papeterie et chimie, qui sont les plus polluantes, nous pourrions diminuer pratiquement de la moitié les émissions associées, puisqu'aujourd'hui, elles sont fortement produites dans des pays dont la production d'énergie est fortement carbonée. Donc rapatrier certaines productions sur notre territoire pourrait automatiquement améliorer notre empreinte carbone. Par contre, nous rendrions moins bonne ce qu'on appelle notre inventaire carbone. Donc, inventaire carbone, c'est nos émissions de CO2 sur notre territoire. Empreinte carbone, c'est nos émissions sur notre territoire, plus les émissions associées à nos importations. Si nous ramenons cette production, nous émettons moins dans l'absolu dans notre empreinte. Par contre, ce qu'on a sur notre territoire, qui était faible en industrie parce que nous avons beaucoup désindustrialisé, va lui augmenter. Donc, d'un côté, c'est une bonne nouvelle pour notre empreinte carbone. Donc, oui, relocaliser aurait un impact positif. Par contre, il faut réaliser que si nous cherchons toujours à faire autant de volume, il y aura quand même toujours un impact. Et il faut réaliser que la neutralité carbone, c'est pratiquement arriver à 0 émission de CO2. 0. Et pour faire 0, il ne faut plus du tout utiliser d'énergie fossile. Donc il faut avoir réussi à électrifier tous les processus, ce qui ne sera peut-être pas possible. L'autre bonne nouvelle que je vois, par contre, c'est que en ramenant les productions chez nous, nous allons un petit peu avoir nos problématiques sous le nez. Parce qu'en délocalisant nos productions, nous avons un peu oublié qu'une usine, nécessairement, a une empreinte sur le territoire, une empreinte sur les terres, produit des déchets, a des processus, fait du bruit, relâche des fumées, etc. Donc toutes ces externalités, ces impacts qu'on a un peu oubliés en France, et en les ayant sous nos yeux, peut-être nous allons devenir beaucoup plus conscients et avoir conscience que pour récupérer ces produits que nous avons entre les mains, il a fallu qu'ils passent par ce processus d'usine qui va avoir tous ces impacts. Donc relocaliser pourrait réduire notre impact environnemental parce que la France a des réglementations plus strictes qui vont améliorer les choses, mais de l'autre côté, ça va aussi nous mettre nos pollutions sous les yeux. C'est un désavantage, mais l'avantage qu'on peut en tirer, c'est que ça va peut-être nous pousser à la sobriété parce qu'on se dit qu'on voudra pas plus d'usines que cela sur notre territoire quand on réalisera tous les impacts que cela implique. Je trouve très intéressante une citation de André Gorz, un philosophe écologiste, qui disait « Une activité économique n'a de sens que si elle est au service d'autre chose qu'elle-même ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que notre système socio-économique s'auto-alimente et en fait fonctionne pour qu'il continue à fonctionner, si ça peut avoir du sens. C'est-à-dire qu'on ne se pose même plus la question de pourquoi il fonctionne comme ça et quel est son sens et quel est son objectif. Alors on va dire faire de l'argent, qui fera gagner de l'argent aux gens, qui amènera de la prospérité et donc les gens vivront mieux.
sauf qu'on s'aperçoit, des études ont montré qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, le niveau de bonheur n'avance plus. On a toute une partie de la société aujourd'hui qui vit en dessous du seuil de pauvreté, et qu'on sait que toutes nos activités ont un impact sur l'environnement qui va réduire l'habitabilité de la Terre. En repartant de l'humain, et je vais me permettre d'ajouter aussi les non-humains, c'est-à-dire la faune et la flore par exemple, on a alors une nouvelle perspective complètement différente sur la manière de considérer notre société. En repartant de l'humain, en repartant de quoi avons-nous besoin, on redonne immédiatement du sens à toutes les activités qu'on va construire, puisqu'elles repartent de l'idée de quoi avons-nous besoin pour bien vivre, et plus de faire de l'argent pour faire de l'argent qui, à terme, devrait peut-être générer de la prospérité et donc du bien-être. On voit que cette machine-là, elle est cassée. En repartant de l'humain, mais qui doit lui aussi s'impliquer, c'est-à-dire accepter de réfléchir à qu'est-ce qu'il consomme, de quoi il a besoin, comment il produit, comment il souhaite s'insérer dans la société, et aussi dans la politique, mais dans le sens de la vie de la cité, s'impliquer démocratiquement. En repartant de l'humain, on aura nécessairement, je pense, et j'espère, un système beaucoup plus juste, non seulement en termes de justice sociale pour les humains entre eux, mais aussi de justice environnementale, c'est-à-dire du rapport des humains aux non-humains. J'aurais 2 messages pour conclure qui me tiennent à cœur. Le premier, gardez en tête ce que j'ai pu dire dans plusieurs de mes réponses, qu'il n'y aura pas de solution technique magique et nous avons plus besoin d'innovation socio-économique que d'innovation technologique. Une innovation socio-économique, c'est comment on travaille, comment on vit ensemble, comment on s'organise pour avoir du bien-être le plus également réparti entre nous. Et le deuxième élément qui rejoint complètement le premier point, c'est n'oubliez pas de rêver. En fait, la notion d'utopie a complètement disparu, complètement associée à l'idée d'impossible, alors que Thomas More, dans son idée initiale de l'utopie, clairement voulait explorer les possibles. Notre société fonctionnait différemment avant, et elle fonctionnera peut-être et sûrement, je l'espère, différemment ensuite. Donc rêver, 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 imaginer, lancer des expérimentations, tenter des choses nouvelles, c'est ce qui marche le mieux pour diffuser des nouvelles idées et créer un nouveau monde qui, je l'espère, sera plus juste, à la fois entre humains et entre les humains et les non-humains.